Je me souviens d'un grand patron du groupe qui un jour m'avait dit moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 30% des compétences requises pour un poste, je postulais. Et moi, je m'étais dit, mais il est complètement fou, ce garçon. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue du coup dans cet épisode de Beyond the Role, le podcast qui donne la parole aux femmes dans les CODIR et les COMEX. Merci beaucoup Laure d'être avec nous. Tu as 28 ans d'expérience dans la banque, tu as travaillé dans multiples banques, tu as travaillé avec LCL, tu es aujourd'hui au Crédit Agricole dans lequel tu as aussi évolué beaucoup. J'ai envie de dire aussi que alors c'est aussi pour ça que ça s'appelle Beyond the Role, c'est que tu as aussi d'autres rôles que simplement ce rôle de direction générale au Crédit Agricole Brie Picardie. C'est aussi toute cette partie que tu es maman, que tu as aussi même un chien, comme tu me l'as dit juste avant qu'on lance le podcast. Tu as 51 ans, mais du coup, en effet, tu as plusieurs rôles dans ton quotidien. C'est aussi de ça qu'on va parler. On va parler, bien évidemment, de CODIR, de COMEX, de la manière dont tu as atteint aussi dans le groupe Crédit Agricole les différents échelons, les différents niveaux. On va aussi parler, parce que je sais que tu n'as pas toujours eu cette envie pleine d'atteindre à ces CODIR et ces COMEX, et que pour toi, c'était pas du tout une fin en soi et quelque chose, un objectif, on va dire. Donc on va en parler parce que c'est très intéressant aussi d'avoir cette vision-là et le pourquoi finalement tu en fais partie et tu y as accédé, pardon. Pour démarrer ça, déjà, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, Laure ? Non, c'est parfait. Merci de m'accueillir. Tout est parfait. C'est très clair. Parfait, merci. On va démarrer avec la première. C'est deux questions que je pose à chaque fois. La première, c'est quelle est ta définition du leadership ? Pour moi, le leadership, c'est la capacité à entraîner les hommes et les femmes, à les faire adhérer à un projet, une vision d'entreprise et à ses objectifs. Et effectivement, c'est pas une qualité que tout le monde possède. Et ça, c'est génétique pour toi ou c'est à apprendre ? Alors, je pense qu'il y a une part de personnalité, bien sûr, mais que ça se travaille et qu'on peut s'améliorer, même si au départ, c'est pas sa plus grande force. Donc, c'est un peu des deux. Un mix un peu. Voilà. La deuxième question, c'est quelle est ta définition du mot ambition féminine ? L'ambition, c'est la projection positive vers finalement des postes ou des responsabilités accrues. Je pense que c'est certainement un déficit chez les femmes. Je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément portés par des ambitions de carrière et que c'est une vraie différence avec la plupart de nos collègues masculins qui sont effectivement portés dans leur vie professionnelle par leurs ambitions et qui n'hésitent pas finalement à postuler sur des responsabilités alors même qu'ils n'ont pas toutes les compétences requises, alors que pour nous, il n'y a pas cette force de l'ambition qui nous pousse à aller de l'avant aussi fort. Ok. Et du coup, pour toi, la définition même de l'ambition féminine, ce serait quoi ? Je pense que les femmes, elles ont une ambition, certes, de progresser, mais avec une volonté d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, qui fait que, quelque part, il y a un genre de plafonnement de leurs ambitions. Ouais, de toute façon, on va en parler. Il y a un côté aussi un peu sacrifice quand tu montes les échelons. Il y a un peu cette idée de je vais devoir sacrifier des horaires, je vais devoir sacrifier des moments. Est-ce que tu as vécu, toi, ces sacrifices autour de ta vie familiale ? Alors, il y a des sacrifices et mes enfants me le rappellent régulièrement. Je pense que je les ai amenés quasiment jamais à l'école le matin. Donc, par rapport à la plupart des mamans, c'est quand même un vrai sacrifice de ne pas emmener ses enfants à l'école ou de ne pas aller aux sorties scolaires, etc. Donc, il y a des renoncements.
Les enfants le vivent plus ou moins bien, les femmes le vivent plus ou moins bien. Après, voilà, c'est cet équilibre-là entre quels sacrifices on est prêt à accepter, quels sacrifices sont inacceptables, qu'il faut qu'on recherche. Et je pense que c'est pas incompatible de faire une carrière et que ça nécessite pas non plus de faire harakiri sur sa vie familiale. Mmh. Et justement, t'as des, je sais pas moi, tu des stratégies, t'as des choses que t'as mises en place qui t'ont permis de justement accéder à ces 2 rôles-là dans ta vie? Oui, alors moi j'ai vraiment mis des limites, finalement à ma vie professionnelle. Les limites, c'était notamment des limites, d'heures. Comme je n'accompagnais pas les enfants le matin à l'école, en revanche, c'était moi qui le soir rentrais pour, m'occuper d'eux, libérer la nounou et cetera. Donc ça veut dire que pendant des années, je suis partie du bureau à 18h15. 18h15, c'est extrêmement tôt, dans la vie, d'un cadre supérieur qui a déjà pas mal de responsabilités. Donc c'est clair que mes patrons successifs ont toujours été surpris au début et en même temps, je leur disais: «Tu sais, tu n'auras pas à le regretter». Et finalement, ils me l'ont tous dit, finalement, c'était un bon deal. Mais au départ, ils étaient surpris. Donc il y avait une crainte au départ, mais qui finalement derrière était pas du tout réelle. C'est-à-dire que j'imagine que le travail était fait, que tu trouvais une manière de pouvoir réorganiser ton temps aussi. Oui, moi j'ai vraiment adapté, ma façon de travailler, à ce que je voulais faire aussi dans ma vie familiale. Donc je partais tôt du bureau, on passait la soirée en famille, on s'occupait, vraiment des enfants, jusqu'à l'heure du coucher et puis après je rouvrais, d'abord mon BlackBerry, ensuite mon iPhone ou mon iPad selon les générations d'outils. Et je recommençais à traiter mes mails, à lire certains dossiers, etc. Ça me permettait de concilier intelligemment mes souhaits de mener correctement ma vie professionnelle sans jamais sacrifier ma vie personnelle. Et donc, voilà, ça a marché. Mais c'était une organisation, des contraintes, une capacité aussi de l'entreprise à les accepter. Franchement, moi, j'ai toujours interdit les réunions qui se terminaient au-delà de 18h, etc., etc. Donc, il faut que l'entreprise soit prête à les accepter, ce qui a été le cas pour ma part. Ouais. Et justement, il y a un côté d'environnement quand même tu as été dans un environnement et avec des personnes, avec des managers qui ont eu cette crainte-là, mais qui n'était pas assez grande, ou peut-être que c'est toi aussi qui as réussi à leur faire comprendre que c'était qu'une crainte et que finalement elle n'était pas basée sur des faits et de la réalité et qu'ils n'avaient pas vu ce que tu étais capable de faire en partant à 18h15, même si c'est tôt, entre guillemets, pour certaines, comme tu le dis, pour certains métiers, pour les cadres supérieurs, pour les directeurs et tout. Mais moi, j'entends aussi qu'il y a une partie de... T'as décidé de le dire et t'as décidé que c'était un peu un non négociable pour toi, j'ai l'impression. Oui, moi j'ai décidé complètement de l'assumer et de l'imposer. Ça m'a jamais été proposé par mes managers, je l'ai complètement imposé. Et simplement, ils n'ont jamais eu à le regretter. Voilà. Et donc, quelque part, quand le deal est bon et qu'il est clair et qu'il est transparent, tout est acceptable. Et comment t'as trouvé ce deal-là? Comment tu t'es dit, allez, je sais, c'est bon, maintenant 18h30, c'est le bon horaire, ça sera le bon équilibre. Comment est-ce que tu sais que c'est le bon? Écoute, moi j'ai fait un truc très basique, qui était c'est quoi l'heure à laquelle impérativement je dois être à la maison parce que pour ma nounou c'est intolérable. Et j'ai fait finalement le compte à rebours. Donc voilà, c'était ça. Et puis dans la vie, je pense que si on n'essaye pas des organisations et si on n'essaye pas de trouver des solutions, on va pas les trouver. Donc voilà, j'ai expérimenté et l'expérimentation, elle a vraiment marché. Donc c'est ça qui montre que on peut trouver des solutions, on peut concilier la vie pro et la vie perso. Mais après, il faut être organisé et faut assumer ses choix. Et quand c'est clair et transparent, ça marche. On parle beaucoup aussi d'organisation là, dans les différents épisodes que j'ai enregistrés. La notion d'organisation pour les différents rôles, pour avoir les différentes casquettes dont on parle, elle a l'air d'être très importante. Et donc j'imagine qu'il y a, voilà, il y a des astuces, il y a des choses à faire. Quand tu dis tester, quand tu dis il faut voir un petit peu ce qui fonctionne pas, c'est ce qui permet, j'imagine, de trouver la bonne organisation qui est
aligner un peu avec et le pro et le perso et nos moments à nous aussi dont on a besoin. Exactement. Et puis évidemment, faut anticiper parce que quand on a des déplacements à l'étranger, quand on a des contraintes spéciales pour le travail auquel on ne peut pas renoncer, il faut s'organiser, voir avec son conjoint comment pour lui c'est possible, trouver des solutions exceptionnelles pour des cas exceptionnels. C'est là où il faut anticiper. Mais quand on anticipe, ça marche bien. Et justement, j'aimerais beaucoup parler de ta carrière, ce qui t'a permis du coup d'évoluer dans le groupe Crédit Agricole. Comment est-ce que toi tu t'es senti tout au long de ta carrière dans cette image de quelqu'un de carriériste? Bon, alors déjà, est-ce que tu te reconnais dans cette image-là? Est-ce que ça te parle ou est-ce que du coup pas du tout? Cette idée de le mot carriériste. Moi, je me reconnais pas dedans parce que finalement, pendant toute une partie de ma carrière, je n'ai fait que progresser parce qu'on m'a proposé des promotions. Finalement, j'ai accepté les promotions qu'on m'a proposées, mais j'ai pas particulièrement été sonné à la porte en disant je veux une promotion, je veux une promotion. C'est arrivé un peu naturellement, ça a marché, j'étais reconnue et on me proposait des promotions. Donc dire que j'ai été carriériste pendant cette période-là, je trouve ça bizarre. Et après, il y a une seconde partie de ma carrière où finalement j'ai joué les règles du jeu du Crédit Agricole, qui est un groupe très particulier dans la sélection de ses dirigeants futurs. Au Crédit Agricole, on a un certain nombre d'épreuves de mise en situation pour accéder à des fonctions de dirigeant, que ce soit membre d'un comité de direction, directeur général adjoint ou directeur général comme aujourd'hui. On a des assessments, des mises en situation, etc., des oraux devant des jurys, etc. Et là, quelque part, c'est là où on peut dire que j'ai joué le jeu et c'était de l'ambition pure et dure, voire du carriérisme. En même temps, on est sollicité pour faire cela parce que notre patron pense qu'on en a les capacités. Et encore une fois, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que les opportunités que ça offrait étaient passionnantes. Et surtout, moi j'avais une crainte dans ma vie professionnelle, c'était de m'embêter. Ça ne m'était jamais arrivé. Ma crainte, c'était la lassitude et finalement ne pas avoir cette excitation de l'apprentissage de nouvelles responsabilités, de la découverte de nouvelles équipes, de nouvelles problématiques. Et quelque part, progresser dans ma carrière, ça a toujours été un moyen pour moi d'avoir zéro lassitude et d'aimer aller au bureau tous les matins. Cette idée de garder de l'intérêt en fait toujours pour son travail. C'est marrant parce que tu vois quand tu parles de carriériste et que tu dis que du coup toi ça t'est venu, t'as eu la reconnaissance, etc. Pour moi carriériste c'est plus justement je veux garder ma carrière au cœur de ma vie en fait. C'est pas secondaire pour moi ma carrière et mon travail, c'est vraiment central. Donc je pense qu'il y a aussi, tu vois, au début de ce podcast je mets le leadership et l'ambition féminine, mais je pense qu'en fait ce mot-là aussi carriériste il a aussi une multitude de facettes qu'on voit et certaines qu'on voit pas selon notre parcours, selon qui autour de moi est mon emblème de carriériste, quelqu'un de carriériste. Et je pense que dans cette idée de carrière, parce qu'en fait carriériste c'est quelqu'un qui fait carrière. Donc techniquement t'as fait carrière. Moi j'ai l'impression. Non mais j'ai fait carrière et je pense que je fais partie des gens pour qui c'est important d'avoir une vie professionnelle qui soit épanouie et très clairement ça fait partie de mes moteurs. Ouais. Et je pense que par contre derrière ce mot carriériste il y a quand même encore aujourd'hui des idéaux, des points un peu négatifs que quand t'es carriériste, c'est un peu pas ce qu'on a dit au début, cette idée d'équilibre et de certains sacrifices sur la vie perso, certains sacrifices sur la vie pro qui créent un équilibre. Ça n'empêche pas d'être carriériste, ça n'empêche pas de vouloir une vie professionnelle qui est épanouie, qui est saine, qui donne envie, qui reste intéressante et stimulante. T'as une vie passionnante à un moment et je pense que ça c'est un point hyper intéressant. Et justement dans cette vie passionnante, donc
t'as fait plusieurs échelons, t'as fait des comex, t'as fait des codir, t'es aujourd'hui en plus en direction générale, donc encore un cran au-dessus, si j'ai envie de dire, parce que du coup tu chapeautes. Comment est-ce que ça se passe dans ces moments-là? Comment est-ce que toi tu l'as vécu déjà, tes premiers moments de comex ou codir? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, pendant quelques années, j'ai pensé que c'était impossible de garder ses valeurs et de garder sa probité tout en étant membre d'un COMEX ou d'un CODIR. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Parce que j'étais dans une grande entreprise du groupe Crédit Agricole, dans laquelle, finalement, je voyais certains membres du comité exécutif qui s'aplatissaient devant le directeur général, certes compétent, mais qui ne connaissait pas forcément tous les détails et qui parfois avait des idées un peu in vitro qui étaient finalement inopérantes dans les faits. Et je voyais la terreur de certains membres du COMEX d'aller lui expliquer que son idée théorique, elle était inopérante dans les faits. Et quand je voyais ça, je me disais finalement, au nom il faut que le DG m'apprécie, il y a quand même beaucoup de gens dans les comités exécutifs qui perdent finalement leurs valeurs et leur éthique professionnelle. Et moi, je ne veux pas être l'un d'entre eux. Et je voulais tellement pas être l'un d'entre eux que j'ai fait une mobilité dans le groupe et j'ai quitté l'entreprise. Voilà, parce que j'étais en désaccord avec les choix qui étaient faits. Et je m'étais dit, de toute façon, si c'est comme ça, jamais je rejoindrai un COMEX. Bon, donc comme quoi on peut se tromper. et en fait, là où je m'étais trompée, c'était sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'ils croient qu'être un membre du comité exécutif ou d'un comité de direction, c'est s'aplatir devant le DG. Et moi, je pense que c'est une erreur consubstantielle. En réalité, ce que je cherche aujourd'hui en tant que DG, c'est d'avoir des membres de mon équipe de direction qui soient capables d'apporter la contradiction. Ils ne sont pas obligés d'être toujours en désaccord avec moi. C'est pas ça. Et, évidemment qu'il faut qu'ils soient capables de défendre leurs opinions. Et c'est bien qu'on ait un débat contradictoire. C'est comme ça qu'on est meilleur par la décision collective avec des gens qui sont capables d'avoir des angles d'analyse différents. Et finalement, c'est important qu'il y ait une liberté d'expression, y compris d'opinions divergentes dans un comité exécutif ou un comité de direction. Et à partir du moment où j'ai été rassurée sur la capacité à exprimer des tonalités divergentes, et il est vrai que ça dépend souvent du DG, je dois l'admettre. Et bien, si c'est possible, on peut être membre d'un comité exécutif, d'un comité de direction, et s'épanouir tout en étant fidèle à ses valeurs. Ouais, dans ce que tu dis, ça résonne beaucoup avec d'autres retours évidemment sur ces endroits-là, sur les codires, les comex, sur ces moments un petit peu de prise de décision, autour de cette idée de il y a une envie de venir avec un argumentaire en fait. On vient avec un argumentaire pour discuter, pour échanger. On se prépare en fait à ces moments d'échange-là en ayant cet argumentaire et en sachant qu'en face, il y a potentiellement des personnes qui seront d'accord ou pas d'accord et se préparer à échanger autour de ça. Il y a un peu cette idée de convaincre, quoi. Oui, et l'autre idée, c'est que c'est pas juste le DG qui décide. Qui est une idée très importante. Il y a des comités exécutifs, il y a des comités de direction où on est là pour convaincre quand on est membre du comité, mais on est là pour convaincre que le DG. Et moi, je récuse cette idée-là. Je pense qu'il ne faut pas convaincre que le DG, il faut faire adhérer ses collègues. C'est intéressant, donc. Et il faut avoir l'échange constructif avec ses collègues aussi, pas juste le DG. Et qui sert à tout le monde, en fait, qui sert au DG, mais qui sert aussi à tout le monde, à toute Bien sûr, mais si le directeur financier, il a une vision d'un projet, d'une décision, parce qu'il faut améliorer la rentabilité de l'entreprise, c'est une vision qui peut être tout à fait contraire au prisme d'analyse du directeur commercial, par exemple, à juste titre. Et moi, je pense qu'on n'est jamais meilleur que si on arrive à trouver des décisions qui suscitent l'adhésion à la fois du directeur financier et du directeur commercial, par exemple. Et c'est pareil pour le directeur des ressources humaines. Voilà, il ne faut pas créer finalement des sentiments d'orthogonalité entre les membres du CODIR.
ne faut pas dire c'est le directeur financier qui a gagné ou c'est le directeur commercial qui a gagné. Il faut que ce soit le codir qui ait décidé. Et comment tu gères ça, du coup, au quotidien ? Pour moi, d'abord, il faut donner les règles du jeu dans un comité de direction. C'est-à-dire, les règles du jeu, c'est que tout le monde peut s'exprimer, même sur des dossiers qui ne le concernent pas. Voilà, le directeur commercial a le droit de s'exprimer sur la stratégie financière de l'entreprise, par exemple, même si on comprend bien que ce n'est pas son pain quotidien, mais c'est très important, cette liberté d'expression, y compris d'expression de positions divergentes. La deuxième chose, au-delà de la liberté d'expression, c'est que le DG n'exprime pas son avis en premier. Dans finalement les fonctionnements de groupe, si le DG ou le chef dans le village Astérix, il exprime en premier son avis, ça va être compliqué de susciter du débat et de la contradiction. Et on a au contraire un mouvement grégaire où certains vont se dire de toute façon le DG a raison, ça va lui faire plaisir, je vais dire comme lui. Donc, il faut que le DG il réussisse à ne pas laisser paraître tout de suite son avis. Ce qui n'est pas toujours simple, même pour moi, je le dis très, très humblement, il y a des moments, on a tellement une opinion qu'on brûle d'envie de la dire. Ça me fait penser à Simon Sinek qui parlait de Nelson Mandela et qui disait que on lui posait des questions sur son leadership, comment il avait appris son leadership, et il disait que c'était par son père, parce que son père, quand ils allaient dans son pays de naissance, ils se mettaient en groupe et ils se mettaient tous en rond. Donc, il n'y avait pas du tout d'hierarchie, il n'y avait pas quelqu'un qui préside, etc. Ils étaient vraiment tous en rond, déjà. Donc, en fait, tout le monde est à la même hauteur. C'est un peu ce que tu dis là. C'est un peu dans le codir. C'est pas le DG qui est au-dessus de tout le monde et qu'on doit convaincre. C'est vraiment toutes les personnes autour de la table. Et surtout, il disait qu'il était le dernier à parler. C'est-à-dire qu'il donnait pas du tout l'information, il donnait la parole. Il donnait pas ce que lui, il voulait. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. Il donnait la parole aux autres. Et que, justement, ça permettait d'ouvrir le discours, les échanges, les discussions, et aussi la créativité et l'innovation, parce que on n'est plus bridé. Donc exactement ce que tu as dit sur le fait que oui, le DG a dit ça, donc si je suis alignée avec lui, peut-être que ça sera plus intéressant parce qu'il me préfère aux j'en sais rien. En tout cas, on a des biais, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais quand le DG a donné son avis, y a je suis d'accord ou je suis pas d'accord dans sa tête qui se crée. Alors que s'il y a pas l'information et qu'ensuite on prend aussi toutes les informations, même pour toi en fait en tant que DG, il y a aussi cette ouverture que tu te permets. Si tu donnes pas ton information, tu ouvres un débat qui est beaucoup plus large, ouais. Donc ça résonne énormément avec cette idée de Nelson Mandela. Exactement, mais en tant que DG, il m'est arrivé d'aboutir à une décision exactement contraire à celle que j'avais dans la tête au départ et de même pas exprimer que j'avais une idée contraire au départ. Mais comme tout le monde était d'accord et aligné et que j'avais écouté leurs arguments, certes différents de mes idées originelles, je trouvais que c'était bien leur raisonnement et que c'est très bien. Donc j'ai même pas dit qu'au départ je pensais le contraire. Mais ça m'est arrivé, et c'est ça qui est intéressant. Si j'avais tout de suite parlé, on aurait atterri à « on décide comme Laura dit ». Et finalement, ça aurait été sans doute une bêtise. Oui, ça résonne avec un autre tour, et on disait la dernière fois avec sur un autre épisode, on disait que on n'est pas obligé de tout connaître pour diriger, pour leader une équipe. On n'est pas obligé de savoir exactement tout ce qu'ils font et faire exactement la même chose que ce qu'ils font. Et du coup, là, il y a un peu cette idée de je viens avec une idée, mais je viens avec mes informations à moi, mon background à moi, mon expérience à moi, mon expertise à moi, mais la décision, en fait, elle est intéressante avec l'expertise de tout le monde, avec l'expérience de tout le monde, et c'est là où la décision, elle peut être intéressante. Donc là, en fait, c'est exactement ça. Je mets sur la table toutes les informations, et même si moi, je viens avec une décision particulière que j'ai envie de prendre, derrière, grâce à l'expertise et aux échanges qu'on va avoir, finalement, c'est celle-ci qui est la plus intéressante pour l'entreprise. Et c'est là où on voit le fruit du collectif. Mmh. On est bien meilleur en collectif que tout seul. On peut être le plus intelligent, on est vraiment bien meilleur en collectif que tout seul. Et donc, il ne faut jamais oublier ça, sinon on fait des erreurs de décision, on fait des erreurs d'arbitrage en étant trop solitaire.
Et bien sûr, hein, je rejoins ton analyse. Évidemment qu'un DG est moins compétent dans plein de domaines que certains de ses collaborateurs. Et c'est normal. On ne peut pas. Il y a un moment d'ailleurs où, dans la vie professionnelle, on n'est plus un leader d'expertise, on est un leader tout court. Et il y a vraiment une bascule dans la vie professionnelle. Moi, pendant les 10 premières années de ma carrière, j'étais un leader d'expertise. J'étais reconnu comme un grand expert dans mon domaine professionnel. Et il y a vraiment eu une bascule où un jour, j'ai complètement changé d'environnement dans la banque. Et évidemment que je connaissais bien moins bien que mes collaborateurs le métier. Et c'est très intéressant de travailler un autre mode de leadership où finalement on acquiert l'adhésion de ces équipes par notre capacité à s'intéresser au sujet, à les comprendre à force, évidemment, à créer de l'intelligence collective, à faire avancer les choses, etc. Mais donc, c'est un autre mode de leadership. Et à mon avis, c'est un vrai pas important dans sa carrière que de sortir du leadership d'expertise. Et justement, quels sont un peu en tant que DG, quelles sont les exigences auxquelles tu fais face par rapport à tes équipes? Parce que du coup, là, on entend bien, l'exigence de l'expertise surtout, elle n'est pas là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Lesquelles ce seraient? Moi, je pense que l'une des premières responsabilités d'un DG par rapport à son équipe, c'est de créer le collectif. Encore une fois, à partir du moment où ma conviction profonde, c'est qu'on est meilleur ensemble, il faut créer les conditions de réussite du collectif. Ça veut dire créer les règles du jeu, les expliciter, y faire adhérer, et puis de temps en temps jouer malheureusement aussi le rôle de gardien du temple en disant là, de toute évidence, t'as pas joué le jeu des règles qu'on s'est fixées. Tu arrives au CODIR, tu as travaillé un dossier qui concerne pas mal de gens autour de la table, mais tu l'as travaillé tout seul. C'est pas dans les règles du jeu. Voilà, et donc on se revoit dans quelques semaines. Ça, c'est un job pas marrant de la vie de DG, mais c'est un job indispensable. Donc, je pense vraiment que la première responsabilité d'un DG par rapport à son équipe, c'est de créer les conditions du collectif. Et après, il y a évidemment, par rapport à chacun des membres de l'équipe, cette responsabilité d'expliciter les choix de carrière, de faire progresser les femmes et les hommes, parce que même quand on est cadre de direction, on peut encore progresser. Donc ça aussi, évidemment, c'est une responsabilité très importante. Faire évoluer, en fait, c'est un peu ce que tu disais avant qu'on enregistre le podcast, c'est cette idée que c'est pas une fin en soi d'atteindre ce CODIR-là, qu'il y a toujours un petit peu une évolution possible derrière, et que on peut aller encore plus loin que ça, et on peut aller chercher davantage dans sa carrière. Exactement. J'aimerais parler un petit peu de ton parcours. Là, on a parlé un petit peu là aujourd'hui, t'es DG, etc. Comment est-ce que toi, donc t'as parlé de ton moment un petit peu de changement là, quand tu étais plutôt leader d'expertise et que tu es devenu un leader un petit peu plus généraliste, donc peut-être même leader de vision de l'entreprise en passant ce cap-là. Quand est-ce que t'as fait ce changement-là? À quel moment dans ta carrière? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu fasses ce changement-là? En fait, moi, j'ai commencé dans ce qu'on appelle l'inspection générale dans une banque, c'est-à-dire l'audit interne. Et j'ai franchi finalement tous les niveaux de responsabilité. J'ai été évidemment auditeur, chef de mission, superviseur, responsable d'un audit sur la France et les pays de l'Est. Donc finalement, j'ai un peu fait tous les métiers. C'est pour ça que quelque part, j'étais reconnu comme le grand expert de ce métier-là. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai souhaité vraiment changer d'orientation et sortir de cette expertise. Et finalement, je suis devenu responsable de grosses équipes de middle et back-office sur les marchés de capitaux. À l'international de surcroît, donc en France et à l'international. Donc c'était avant tout un job de management, de gestion des risques opérationnels qui sont immenses dans ces métiers-là, de gestion évidemment de l'optimisation des coûts, parce que ce sont évidemment des équipes importantes avec des coûts sous-jacents très importants, de conduite de projet. Je pense que c'est un des jobs qui m'a fait le plus progresser parce que les dimensions sont multifacettes,
que la dimension managériale est immense. Et qu'en plus, j'ai fait ça dans un contexte assez tendu, avec de multiples crises financières qui se sont succédées. Donc, je pense que ça m'a fait énormément progresser, et effectivement, ça change totalement la façon d'exercer le métier de dirigeant. Encore une fois, je suis sortie d'un leadership d'expertise pour aller sur un autre mode de leadership qui était uniquement lié à ma capacité à faire adhérer les hommes et les femmes à nos orientations. Mmh. Et justement, c'est assez marrant de voir ces deux types de leadership, donc ces deux moments de ta carrière, en fait, un peu, ça a été des moments différents. Dans ces deux moments-là, évidemment, on va parler du genre, tu le sais, c'est le but aussi de ce podcast. Est-ce que tu as vu une différence dans la manière dont tu interagissais, dans la manière dont on te voyait en tant que leader, en étant une femme? Est-ce que la différence, est-ce qu'il y a eu plus de creux? Pourquoi je te pose cette question? Parce que dans les statistiques, au début de notre carrière, il y a quand même moins cette différence-là. Il y a quand même plus de femmes qui démarrent leur carrière et qui ont des postes, comment on dit, opérationnels dans l'entreprise, que des postes de direction. Donc, je me questionne sur est-ce qu'il y a une différence, du coup, dans la manière dont tu interagis, dans la manière dont les gens interagissent. Tu as parlé du fait que tu as toujours été assez reconnue dans ta carrière et que c'est ce qui t'a permis de grimper les échelons. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a changé quand tu as passé un peu les caps de direction? Moi, honnêtement, pendant toute ma carrière, j'ai pas eu trop de problèmes de discrimination, on va dire, parce que j'étais une femme. Je pense qu'à l'international, il y a des pays où c'est un peu compliqué. Franchement, au Japon, par exemple, c'était un peu plus compliqué. Aux États-Unis, c'était totalement indifférent. Ils s'en moquaient complètement que je sois une femme. C'était normal. Il y avait plein de femmes dans mes équipes à New York qui avaient des très gros postes de responsabilité. Donc pour eux, c'était complètement indifférent. On voyait bien que selon les pays, c'était plus ou moins impactant. En Inde, c'était moins bien vécu. Voilà, c'est très caricatural, mais on sentait bien qu'il y avait une différence géographique. À cette époque-là, moi, je travaillais dans la banque de financement et d'investissement. Honnêtement, dans la banque de financement et d'investissement, je n'ai pas ressenti que c'était un problème d'être une femme. Là où, finalement, je l'ai un peu plus ressenti, c'est beaucoup plus tard, dans plus la banque de détail, donc la banque classique avec les agences que vous connaissez en France, où là, on était tellement une minorité que ça se voyait beaucoup. Je n'ai pas, moi, du tout souffert de discrimination, mais voilà, c'était vraiment la minorité. Et il y avait de temps en temps des réflexions en disant, voilà, toi, t'es finalement la femme pour justifier. Il en faut une. Bon, et donc c'est plus là où je me suis un peu sentie vraiment minoritaire, et où c'est désagréable d'être à ce point-là minoritaire. Pour autant, j'ai jamais pensé qu'on m'avait nommée parce que j'étais une femme et que ça faisait bien, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es jamais dit ça? Je me suis jamais dit ça parce que j'ai toujours eu des patrons qui me disaient quand même, qu'est-ce que c'est bien, vous faites avancer votre job, ou selon les cas. Et donc, franchement, c'est vrai qu'avoir des patrons qui reviennent sur la compétence et qui, chaque fois, lors de l'évaluation ou de la présentation des dossiers, revenaient sur la qualité du boulot fait et la qualité du management des équipes, ça fait plaisir. Et du coup, on se dit, c'est pas parce que je fais du bien à leur quota homme-femme de dirigeants qu'ils m'ont embauché. Ouais, bien sûr. En fait, c'est cette idée que tu avais t'avais la vision un petit peu générale des gens, mais qu'en fait, les personnes qui connaissaient vraiment ton travail et qui te voyaient travailler au quotidien et qui étaient tes patrons, eux, avaient cette reconnaissance-là dont tu avais besoin. Tu dis beaucoup patron. Est-ce que tu as aussi eu des patronnes avant de grimper les échelons, toi? J'en ai eu une. C'est certainement pas la meilleure expérience que j'ai eue. Ah oui? Pourquoi? En fait, c'était une patronne qui transmettait beaucoup son stress. Voilà. Et moi, j'aime pas trop avoir une pression excessive, même si je gère plutôt bien. Voilà, je n'aime pas avoir un patron qui a des humeurs, en fait. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel je suis très attentif dans mes équipes.
c'est essayer de faire en sorte que si moi j'ai des problèmes perso, je sais pas, un décès dans ma famille ou autre, eh ben, ça ne se répercute pas sur mes équipes. Et je fais d'autant plus attention que j'ai eu un chef dans ma vie qui, voilà, je me souviens un jour son chien était malade. Bon, bah, on s'en est tous pris plein la gueule pendant une semaine. Ouais. Moi-même qui aime beaucoup les chiens, ça m'est égal, quoi. Je pense qu'au travail, on ne doit pas répercuter ses problèmes perso. Ça résonne avec une idée de transparence. À quel point est-ce que tu as, on a besoin d'être transparent quand on dirige, quand on est leader, quand on dirige, que ça soit un codir ou que ça soit une équipe d'ailleurs, hein, à quel point on a quelle est la frontière en fait entre la transparence de, ce qui se passe, de ce qu'on est, tu as parlé du stress, tu as parlé aussi de la vie perso. Elle est où la frontière sur cette transparence-là pour toi? Mais pour moi, il faut vraiment doser, c'est-à-dire qu'il est très dangereux de tout cacher. Voilà, donc je sais pas moi si votre père ou votre mère est très malade et que vous venez d'apprendre ça, moi je pense qu'il faut en parler en tête-à-tête avec son chef. Parce que forcément, évidemment que c'est un sujet traumatisant, évidemment qu'on a besoin, de temps en temps de prendre une demi-journée ou une journée qui n'était pas prévue. Voilà, et donc il faut expliquer ça. Et pour autant, ça doit pas être le sujet du quotidien et raconter la dernière chimiothérapie, tous les matins au café, quoi. Certes, je comprends, hein, que ce soit, des moments extraordinairement lourds, mais pour moi, il y a une question de dosage. Je pense qu'il faut être transparent, voilà, moi je me souviens très bien avoir dit: «Bah, voilà, je vous partage juste le fait que je viens de perdre quelqu'un de proche dans ma famille, voilà, point, et je serai pas là tel jour». Et j'avais dit qui c'était. C'est un événement important, donc c'est normal de le dire. Et pour autant, voilà, on n'est pas obligé de partager au quotidien et de faire subir, par exemple, à son assistante, toutes les étapes de la maladie de ses proches. Je pense que c'est trop lourd pour son entourage. Et donc c'est ça, le dosage est extrêmement subtil. Je pense qu'il faut un minimum de transparence et en même temps, pas partager tous ses malheurs en détail. Et ça s'apprend avec l'expérience, j'imagine. Petit à petit, tu as appris un petit peu, ce que tu partageais, ce que tu partageais pas. Est-ce que petit à petit, tu as appris à partager différemment? Oui, et de la même façon, quand j'étais au début de ma carrière, je ne partageais absolument pas ce que j'avais mal vécu dans la vie professionnelle. Là, rien de perso, mais voilà, vous avez une situation, vous avez très mal vécu la façon dont votre chef a réagi sur un dossier, en public de surcroît. Voilà, et puis vous gardez ça pour vous, rancœur, vous êtes amer, etc. Et en fait, vraiment, pendant des années, je n'ai pas su comment exprimer ça. Et un jour, un collègue m'a donné un très bon conseil qui était, voilà, il faut certainement pas exprimer ça en public, mais en revanche, si tu n'exprimes pas que quelque chose, tu l'as trouvé extrêmement désagréable, bah, de toute façon, ça va se reproduire. Et donc, il faut trouver, 2 jours après, une semaine après, le moment en tête-à-tête de dire, voilà, t'as dit ça, et moi je l'ai vécu comme une agression pour telle et telle raison. Est-ce qu'on pourrait travailler différemment et pas se dire les choses comme ça? Parce que moi je l'ai mal vécu. Et vraiment exprimer son ressenti. C'est pas facile, hein, surtout quand on est un peu réservé, mais je pense que c'est extrêmement payant. Et je l'ai fait de temps en temps, pas souvent. Chaque fois que je l'ai fait, ça a été extrêmement utile. Ouais, il y a une idée de communication qu'on dit très souvent dans le management, où il y a, alors là, oui, c'est quelqu'un qui va venir et qui va dire ce qu'elle en pense, mais c'est aussi très intéressant en tant que manager, de créer ces moments-là. De créer des moments un petit peu opportuns où il y a la possibilité en fait de discuter de cette manière-là. En effet, pas 2 secondes après parce que bah, là, c'est les émotions qui parlent, hein, c'est le surplus du ressenti qu'on a vécu. Mais voilà, quelque temps, je sais qu'il y en a qui font des one-to-one, que ça soit toutes les semaines ou tous les mois, et c'est des moments qui sont vraiment privilégiés pour ces moments-là parce qu'ils sont uniquement là pour ces communications, pour ces discussions-là. Donc, je pense que dans les deux sens, il y a un peu cette idée de bah, tu dois le dire, parce que si les one-to-one sont là et que tu partages pas, bah, au final, ça t'apportera pas ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi
l'idée que plus il y a des moments opportuns pour le partager, plus ça sera facile pour les managers et pour toutes ces personnes-là qui ont ressenti peut-être des choses quand les managers se sont pas forcément rendus compte. Il y a aussi toute une vie qui se fait dans la vie professionnelle. Les choses se passent, les projets avancent, etc. On se rend pas forcément compte de tout ce qui s'y passe. Et je pense que c'est assez intéressant les deux côtés, les deux phases. Dire les choses, mais aussi créer des moments opportuns en tant que manager pour recevoir ces discussions-là. Exactement. Avant qu'on termine, est-ce que tu peux nous partager un moment difficile que tu as eu en Codir ou en Comex? Un moment où vraiment tu t'es senti en difficulté? En tant que membre du COMEX ou en tant que dirigeante? Comme tu préfères. C'est toi qui choisis parmi ta longue liste d'expériences. Non, parce qu'en fait, c'est très différent. Moi, en tant que dirigeante, ce qui m'a semblé toujours très difficile en tant que DG, c'est de voir deux membres du CODIR qui s'écharpent. Mm-hmm. Et donc, tu es obligé d'intervenir et de recadrer. D'abord, c'est décevant parce que tu vois en fait, tu as de l'inimitié qui s'exprime et pas du rationnel sur un dossier. Donc, pour moi, c'est une vraie forme de déception. Et puis, c'est pas agréable d'être un peu gardien du temps, comme je disais tout à l'heure, et de devoir arbitrer et siffler à la fin de la récré en disant bon, on s'arrête. Et c'est pas comme ça qu'on va travailler. Et c'est pas comme ça qu'on se parle en CODIR. Voilà. Donc ça, c'est très désagréable, c'est clair. Après, en tant que membre d'un CODIR, moi, le moment le plus désagréable que j'ai connu, c'est un moment où j'exprimais un désaccord et où finalement mon DG m'a pas laissé l'exprimer jusqu'au bout. Bon, alors il s'avérait que 3 jours plus tard, j'ai pu réexpliquer pourquoi j'étais en désaccord. Mais en fait, je pense que dans la forme, j'ai pas été bonne parce qu'il s'est senti mis en difficulté. Et il faut trouver les moyens pour pas mettre en défaut ses collègues, et en particulier son chef, dans l'expression d'un désaccord. Et pour autant, il faut exprimer ces désaccords. Ça revient à ce qu'on disait au début, que ça soit le DG ou que ça soit les autres. C'est-à-dire, tu donnais l'exemple entre le directeur financier et le directeur commercial. Si on a un impact sur une autre entité, un autre département, il y a aussi une subtilité à aller parler de ça. Tu disais aussi qu'il y avait cette idée de groupe. J'imagine que c'est intéressant quand ça a vraiment un impact sur un autre département d'aller lui en parler avant le CODIR. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Ça fait partie des règles du jeu. Normalement, quand ça a un impact sur l'autre, on va lui en parler avant. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des règles du jeu claires. Et puis, la forme est importante. Voilà, il ne faut pas que les gens se sentent agressés par le désaccord. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais j'aimerais bien avoir ton avis assez rapide sur la politique en CODIR, à quel point il y a une politique à avoir par rapport, dans le CODIR peut-être, à toi de me dire, mais aussi par rapport à toute l'entreprise. Bien sûr, ça fait partie du jeu de savoir gérer les impacts politiques, c'est-à-dire qu'une décision, elle peut être excellente, mais si politiquement elle va être mal vue, il faut trouver un moyen différent de la mettre en œuvre, de la décider, ou peut-être il faut la différer parce que le timing est inopportun. Et donc la politique, même si c'est pas toujours plaisant, c'est évidemment utile de prendre cette dimension-là en compte. Voilà, et donc ça fait partie du jeu. Plus on monte dans la hiérarchie, plus ce sont des dimensions nouvelles qu'il faut prendre en compte. J'aime beaucoup parce que tu parles beaucoup de jeu, t'as parlé de passion aussi au début, donc j'entends que dans ton parcours, t'as toujours un petit peu vu et eu la vision de ton métier, de ta vie professionnelle comme quelque chose d'agréable, de sympathique, même si, bien évidemment, comme on l'a dit, t'as eu des moments bien évidemment désagréables et qui sont pas toujours géniaux et fun, etc. Mais j'ai l'impression que ton intention particulière sur ta vie professionnelle est vraiment autour de ça doit être sympa, ça doit m'apporter quelque chose, je dois avoir de l'intérêt, ça doit me motiver en fait au quotidien, et je pense que
déjà, est-ce que c'est ça? Parce que j'aime bien... Alors, effectivement, moi, je considère que, d'ailleurs, ça fait partie des responsabilités du directeur général, d'essayer de faire en sorte que le travail soit un bon moment. Et je le dis, par exemple, du comité de direction, voilà, ça doit être un bon moment. D'accord, on peut avoir des moments où les opinions divergent, c'est évident. On peut avoir des décisions difficiles, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des plaisanteries, qu'on puisse avoir une bonne ambiance, etc. Donc pour moi, c'est important de créer les conditions pour que la vie en entreprise, ça soit aussi un bon moment. Et bien sûr que malheureusement, il y a des moments désagréables dans une carrière. C'est notre responsabilité. Moi je me suis souvent trouvée un peu seule dans un conseil d'administration, dans une réunion importante, à exprimer une opinion divergente, et pas plaisante, parce que c'est rarement plaisant d'exprimer une opinion divergente. Ça fait partie du job. Et c'est pas pour autant que 5 minutes après, on peut pas aller boire une bière avec les mêmes. Je dis boire une bière ou déjeuner. Enfin voilà, je pense que l'expression de positions divergentes n'est pas forcément un moment désagréable pour tout le monde. Mais voilà, et donc encore une fois, c'est important d'avoir un job qui soit un peu ludique, plaisant, que l'humour soit présent, etc. Et c'est pas incompatible avec la direction générale, les CODIR et finalement l'image qu'on pourrait avoir de cette politique qui est très lourde, de ces prises de décision, des prises de risques, etc., qui, j'imagine, font partie du job, mais qui, voilà, c'est pas que ça. C'est pas Et, incompatible. ouais, je pense que c'est important de le rappeler. On termine par les dernières questions du podcast. Merci déjà infiniment pour tout ce que tu nous as partagé, pour cette valeur de dingue avec tes conseils. Mais je vais t'en demander 2 derniers. Quel est le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné dans ta carrière à ne surtout pas suivre? Moi, on m'a souvent donné le conseil de ne pas faire de vagues, d'être conformiste. Voilà, par exemple, tiens, si on te demande si tu es mobile géographiquement, tu dis oui, oui partout. Voilà, bon, j'ai fait le contraire, hein, j'ai dit que j'étais pas mobile. C'était vrai en plus à ce moment-là de ma vie professionnelle. Moi, je pense voilà, qu'il faut dire la vérité et pas ce que les autres ont envie d'entendre ou qu'on croit qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Donc je pense que c'était un très mauvais conseil que j'ai d'ailleurs pas du tout suivi. Et qu'on vous invite à ne pas suivre. Quel est le meilleur conseil qu'on ne t'ait jamais donné, Laure? Moi, voilà, il y a un jour, quelqu'un m'a dit qu'il fallait oser, et je pense vraiment, parfois je le dis à des jeunes femmes qui viennent me voir, je dis à toi, le ciel t'aidera. Si nous, les femmes, on n'a pas non plus envie de prendre un peu de risque dans notre carrière, de prendre un peu plus de responsabilités, ça va pas nous tomber naturellement dessus. Voilà. Mais il y aura des gens ensuite qui vont nous aider si on accepte de prendre des risques, des responsabilités supplémentaires, de faire des choix difficiles d'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est un bon conseil. Ouais. Ouais, et ça résonne énormément avec ce que tu as dit sur ta vie au quotidien. Tu as eu beaucoup de personnes qui ont été, voilà, qui ont reconnu ta compétence, etc. Mais prendre le job et accepter le job, bah, c'était oser. C'était faire les choses pour toi et tenter et prendre les risques pour toi. Mais c'était à toi de le faire. Ils ne pouvaient pas le faire à ta place. Exactement. Exactement. Et pour terminer, la dernière question, c'est quel est le plus grand espoir que tu as pour la génération future de femmes leaders? Bah, écoute, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes leaders. Donc, mon espoir, c'est que plus aucune femme, d'ici 20 ans, n'entende un jour qu'elle a été nommée là parce que c'est une femme. Pour les quotas. C'est clair. Ça serait bien parce que malheureusement, moi aujourd'hui, je travaille dans ce domaine-là. Hein, donc, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, je parle de la parité tout de suite. Malheureusement, hein, ça fait partie de mon taf, donc c'est le thème de prédilection de mes conversations quand on me demande ce que je fais. Et du coup, malheureusement, l'histoire du quota revient encore et encore. Et cette idée que certaines femmes sont là pas pour leurs compétences, mais pour les quotas, c'est malheureusement encore trop présent. Donc, un bel espoir
Et je pense que ça va venir. Et en effet, tu vois, ça résonne avec ton conseil. Le meilleur conseil, la notion d'oser. De plus en plus de femmes vont oser. L'audace va être de plus en plus présente dans les carrières des femmes. Et j'ai espoir que ça change, justement. Ça change cette vision qu'on a un petit peu là-dessus. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent si j'avais interviewé un homme aujourd'hui ? Je pense que la notion d'ambition et le fait de ne pas toujours se projeter dans un comité exécutif, c'est vraiment très différent chez la plupart de nos collègues masculins. Vraiment très différent. Moi, je me souviens d'un grand patron du groupe qui un jour m'avait dit moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 30% des compétences requises pour un poste, je postulais. Et moi, je m'étais dit, mais il est complètement fou, ce garçon. Et ça a toujours marché pour lui. Voilà, mais on avait un gouffre dans nos perceptions. Ouais. Et ça provient peut-être aussi de l'image qu'on s'en fait. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, merci infiniment Merci Laure pour beaucoup ce partage. à toi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous sur ce podcast. Merci, au revoir à tous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires ? Avec quoi repars-tu de cet épisode ? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.